Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence. Moi, je m'appelle Francisca et je vais faire la modération ce soir. J'espère que tout le monde a vu à temps que la conférence a lieu uniquement en ligne en raison de la situation sanitaire actuelle. Donc, en gros, moi, je vais introduire vite fait le sujet dont on va discuter ce soir, ainsi que les personnes qui vont intervenir sur ce sujet. Et puis, on va faire des interventions assez courtes pour qu'il y ait assez de temps pour des questions et des discussions. Et si vous avez des questions à poser, vous pouvez faire ceci dans la discussion de l'événement Facebook. Donc, il suffit d'aller dans l'onglet discussion et d'écrire vos questions là. Et puis, moi, je vais les lire aux personnes intervenantes. Comme ça, on pourra faire ça de manière interactive. Donc, pourquoi une conférence sur la loi sur le CO2 ? Sans doute, vous êtes ici parce que vous êtes au courant que le 23 septembre, le Parlement suisse a accepté une loi sur le CO2. Cette loi est donc censée esquisser la stratégie de politique climatique de la Suisse pour les 10 prochaines années et elle est notamment censée mener la Suisse vers les objectifs de l'accord de Paris que la Suisse a ratifié ensemble avec à peu près 190 autres pays. Il y a eu le 6 octobre un lancement, le 6 octobre, la grève du climat a commencé à récolter des signatures pour un référendum contre cette loi sur le CO2 parce qu'elle le juge hautement insuffisante et en fait pas un pas dans la bonne direction, mais pas une réponse adéquate aux enjeux climatiques du tout. Ce référendum a entre-temps été soutenu par différentes organisations de la gauche radicale, dont figure entre autres Solidarité, qui est donc l'organisation qui organise la conférence de ce soir. Et moi-même, je suis membre à la fois de la Grève du climat et de Solidarité Vaud. Et les personnes qui interviennent ce soir ont toutes soit aussi une affiliation avec l'une de ces deux organisations, donc la Grève du climat et Solidarité, ou ont autrement des compétences relatives à cette loi sur le CO2 et pourront nous donner plus d'informations. Je vais donc brièvement introduire les personnes qui vont parler ce soir. Donc, la conférence va commencer avec une intervention de Stéphanie Prezioso, qui est membre de Solidarité et conseillère nationale pour Ensemble à gauche. Elle a donc pu assister au processus parlementaire qui a donné lieu à cette loi sur le CO2 dont nous discutons ce soir. Et puis après elle va intervenir Johan Dupuis, qui est membre d'Ensemble à gauche Lausanne et conseiller communal à Lausanne. Et il est aussi conseiller scientifique à l'Office fédéral de l'environnement. Il est diplômé il a une thèse de doctorat en administration publique et sciences politiques. Et puis lui, il va nous parler des défaillances et des lacunes de cette loi. Et puis la conférence va clore avec une intervention de Steven Tamburini, qui est lui-même aussi membre de la Grève du climat et de Solidarité Vaud, et qui va nous parler de ce qu'il faut en fait au lieu de cette loi. Donc il va ouvrir un peu l'horizon pour esquisser les perspectives à prendre pour une politique climatique qui soit à la hauteur des enjeux. Et je vais donc pas tarder et donner la parole à Stéphanie. Audio. Est-ce que vous m'entendez là maintenant? Super. Bon, donc bonsoir à toutes et à tous. J'ai effectivement pu discuter, pu assister aux discussions dans le cadre de la plénière. La loi CO2 s'est discutée au sein d'une commission dans laquelle je suis pas. Je suis membre de la commission de la culture et de la formation. Mais enfin, on m'a demandé de faire un cadre politique où s'insère la loi CO2 et où s'insère aussi le refus que moi, seule à gauche au Parlement fédéral, que j'ai fait, quoi.
Enfin, en gros, il y a une seule voix à gauche qui s'est opposée à cette loi et c'est la mienne. Donc on m'a demandé dans le cadre de cette conférence de faire un rapide overview de la situation politique en Suisse. Et je vais le faire en 3 temps, si vous en êtes d'accord. Le premier temps, c'est pour expliquer une chose qui est très très importante à mes yeux, plus encore aujourd'hui qu'à n'importe quel autre moment, c'est parce que la grève climat, annonçant son référendum, a été en but à une virulence de critiques terribles du point de vue du Parti socialiste et des Verts en particulier. Et il me semble important d'essayer de comprendre d'où vient cette virulence. En fait, pourquoi est-ce qu'on est tellement l'objet de critiques et d'attaques du point de vue du PS et des Verts. Deuxième élément qui sera plus rapide, ça sera pour vous donner là aussi un petit bilan sur les étapes parlementaires qu'a suivi la loi pour se rendre compte du timing, du nombre du temps qui a été pris par rapport à la loi. Puis un troisième espace qui est un espace, je dirais, une troisième thématique, qui est celui de l'importance des mouvements sociaux. C'est-à-dire l'importance, on ne peut rien faire dans un Parlement si on n'est pas en lien et en dialogue et si on ne participe pas d'une manière ou d'une autre à des revendications qui sont les revendications populaires de mouvements sociaux avec lesquels on est en discussion. Et je pense que la grève climat, les militants et les militantes de la grève climat qui ont décidé, c'est pas un choix, c'est pas un choix qui a touché l'ensemble des membres de la grève climat, mais c'est un choix qui a touché une partie d'entre eux, bien que ce choix soit discuté aussi du point de vue de ce que les politiques ont à apporter ou à dire par rapport à ça. Ça me fait toujours un peu bizarre de dire que je suis une politique. Moi, je me considère comme une militante qui s'est retrouvée par hasard au Parlement national et qui essaie de faire ce qu'elle peut. Donc, premier élément, la question sur la question sur la politique suisse et pourquoi les critiques. Je pense qu'il y a un premier élément qui est celui de dire que la Suisse a une démocratie représentative d'un type tout à fait particulier qui est vanté un peu partout dans le monde, qui est de fait beaucoup plus étendu qu'ailleurs. On se souvient que le nouveau parti anticapitaliste en France a beaucoup insisté et donc a fait même des appels pour des référendums et des initiatives en France. Donc on voit que la Suisse sert d'exemple du point de vue de ce que une démocratie réelle pourrait être dans les pays alentours. Et pourtant, la Suisse est une des démocraties les plus bridées. On se souvient de cette idée que les Suisses sont à la fois les geôliers et les prisonniers dans une même et seule prison qu'est la Suisse. Donc c'est un pays qui est axé sur une démocratie qui vise et qui protège en définitive essentiellement les privilégiés, même si elle a une démocratie réelle qui marche. Avec ça, c'est-à-dire l'idée que la Suisse protège essentiellement ses privilégiés, eh bien, il y a une série d'éléments qui sont inscrits dans ce qu'on appelle, ce qu'on appelle en Suisse la démocratie de concordance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en gros que ceux qui ne sont pas d'accord, la dissension est un élément qui est très fortement condamné, puisque la dissension est, on croit que dans la dissension, le pays risque sa propre existence. Et donc la discipline par rapport à un consensus, certains ont parlé de consensus, face à un certain nombre de choix qui visent la moindre résistance, c'est-à-dire un compromis global sur un certain nombre de thématiques, eh bien c'est ça qui fonde en définitive la démocratie helvétique. Donc l'opposition, la dissension est vue comme un fait
individuel, honteux, de fait, larvé, et qui met en danger le système suisse, qui est un système, hein, c'est la formule magique, hein, c'est ce système magique qui a tenu la Suisse dans une situation particulière, particulièrement je vais y arriver, dans une situation de bien-être, disons, pour une majorité de sa population, etc. Bon. Donc la dissension est vue comme un danger. Deuxième élément, c'est qu'il y a évidemment une forte pression qui est exercée sur tous ceux qui produisent de la dissension. Les partis politiques, bien sûr, les mouvements sociaux et tous ceux qui sont porteurs de cette dissension, où qu'elle soit, c'est-à-dire ceux qui décident qu'ils ne sont pas partie prenante de cette magnifique entreprise, de cette magnifique formule magique qu'est la Suisse et qui ont tendance à saper les règles de la démocratie de concordance. Troisième élément qu'il faut savoir et qu'il faut garder en tête, notamment lorsqu'on a affaire aux critiques du PS et des Verts, en particulier dans le cadre du lancement de ce référendum, c'est qu'en définitive, la démocratie helvétique est appuyée sur la protection des richesses, une protection des richesses indispensable à la production et à la reproduction de la vie, qui est détenue par une toute petite minorité qui est seule habilitée à décider des priorités politiques qui doivent être menées. Alors, c'est d'autant plus le cas, j'aurais tendance à dire, en Suisse, puisque le Parlement est un Parlement de milices, enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il est indiqué. De fait, les gens continuent à travailler et ont une véritable Paraît que Stéphanie a un problème de connexion. On va régler ça au plus vite. Donc, attendez juste un moment qu'on rétablisse sa connexion à la conférence. Oui, désolé, quelqu'un a eu la mauvaise idée de m'appeler. Vous m'entendez toujours? Super. Donc, la question est celle du Parlement tel qu'il est. Et en fait, on a affaire à un Parlement de milices, de fait qui n'est pas de milice. Le 50% des parlementaires sont des avocats, sont des gens qui ont des bureaux d'avocats, qui sont par ailleurs liés, on l'a vu notamment avec le Crédit Suisse, qui sont par ailleurs liés à des intérêts. C'est vraiment des intérêts de classe qui sont mis en avant dans le cadre du Parlement. Et il y a peu de représentants. Alors, on a mis beaucoup en avant le fait qu'il y avait peu de femmes. Là, avec le nouveau Parlement, il y a plus de femmes, tant mieux. Mais on a moins mis en avant le fait qu'il n'y a pas de représentants des salariés de vous et de moi, de l'ensemble de la population qui aurait son mot à dire. Donc, on a affaire à un Parlement de milices, mais qui est de fait un Parlement qui est bridé par la force de l'exécutif, qui en définitive prend les décisions les plus importantes, qui est bridé par la catégorie sociale des gens qui le composent et des intérêts qu'ils défendent, et qui est donc aussi bridé par cet imaginaire, ce mythe de la démocratie de concordance que le référendum lancé par une partie des militants de la grève climat met en difficulté. Et ça, je pense que c'est très important de saisir ça, parce que sinon on ne saisit pas la virulence de ces critiques. On a tendance,
un certain nombre de personnes, et moi je les comprends, ont tendance à se dire mais peut-être c'est vrai, peut-être qu'on a été trop loin, et puis peut-être qu'il ne fallait pas le faire, et puis quand même le Parti socialiste et les Verts ont fait ce qu'ils ont pu, et puis quand même la Suisse a toujours fonctionné comme ça. Donc il y a quelque chose dans le cadre de l'imaginaire et du mythe qui joue face à la politique qu'on est en train de mener. Et en fait, quelqu'un m'y a fait penser et je trouvais ça vraiment bien. Il y a eu les décisions des tribunaux autour des mobilisations et des militants qui ont été accusés. Et puis quelqu'un me disait, mais en fait, finalement, c'est de la désobéissance civile, et ce que fait une partie de la grève climat, ou ce que tu as fait toi à Berne, c'est de la désobéissance civile, et c'est pas accepté en Suisse. Et de fait, c'est ça, et c'est de la désobéissance civile face à une démocratie de concordance que l'on rejette. Deuxième élément, l'élément de la loi, c'est-à-dire que de fait, qu'est-ce qu'on nous propose? On le verra plus particulièrement avec Johan et avec Steven, mais de fait, on nous propose un business as usual, en gros, d'aller aussi lentement que nécessaire, pour reprendre la formule d'Alain Berset. On nous propose un premier pas et puis on nous assure, on nous assure qu'il y en aura d'autres et qu'il ne faut surtout pas être trop pressé, etc. Et je pense que dans ce deuxième pas, il faut dire la vérité à la population, et il faut dire que non, qu'il n'y en aura pas d'autres. Pourquoi il n'y en aura pas d'autres? Parce que si vous regardez, allez vous amuser et regardez sur le site du Parlement les étapes qu'a suivi la révision de la loi CO2. C'est extrêmement intéressant de regarder ça. Vous avez tous les communiqués ATS depuis 2018, donc le premier refus des socialistes et des Verts de la loi, et jusqu'à nos jours où en gros c'est magnifique, le compromis est nécessaire, la peur du référendum. Bon. Et vous voyez les étapes qui ont été suivies et vous vous rendez bien compte, en lisant ce qui est devant vous, que, en définitive, il n'y aura pas d'autres pas. Bien sûr, il y aura des pas à la marge. Évidemment, il y aura des pas à la marge. Pourquoi pas? C'est pas, voilà. Mais ces pas-là ne sont pas essentiels, nécessaires, fondamentaux dans le cadre de l'urgence que l'on est en train de vivre aujourd'hui. Et ça me semble aussi essentiel de le faire comprendre. On ne touche pas en Suisse à ceux qui sont les responsables principaux. Alors, il y en a certains chez les Verts qui disent oui, mais enfin, quand même, la responsabilité individuelle, bien sûr, la responsabilité individuelle, évidemment, la responsabilité individuelle, la prise de conscience est essentielle, évidemment, la prise de conscience est essentielle. Encore faut-il que l'on fasse des pas réels en direction d'une véritable politique. Et on n'est pas en train de les faire. Et si vous regardez les étapes depuis 2018, donc depuis le premier rejet du Parti socialiste et des Verts au Conseil national jusqu'à nos jours, vous vous rendez compte que le Parlement n'a pas joué son jeu, n'a pas joué son rôle, d'être à l'écoute de la population et d'entendre les dangers réels qui sont inscrits dans le processus parlementaire tel qu'il est présenté là. J'irai même plus loin, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement une question de processus parlementaire, ce n'est pas seulement une question de savoir quelles sont les diverses étapes qu'il va falloir suivre, mais c'est que on nous explique, et ça vous le voyez aussi dans les divers communiqués, que la ligne de moindre résistance qui a été suivie par le PS et les Verts dans la commission, y compris dans les propositions individuelles qui ont été posées à la loi. Moi, je me souviens, j'ai posé des propositions individuelles, c'était monstrueux du point de vue du PS et des Verts, que j'ai posé autant de propositions individuelles, que je faisais perdre du temps à tout le Parlement, que qu'est-ce que c'était que cette histoire, etc. Des propositions qui étaient liées aux revendications de la grève climat.
Eh bien, au-delà de ça, vous vous rendez compte que l'une des excuses que nos alliés, entre guillemets, proposent dans le cadre de la loi CO2, c'est de dire que la population n'est pas prête à faire des pas supplémentaires. Or, on a vu que la population est prête à faire des pas supplémentaires. La population est prête à faire des pas supplémentaires, d'autant plus volontiers qu'il ne s'agit pas de pas supplémentaires faits par la population, mais qu'il s'agit de faire payer ceux qui polluent le plus, ceux qui sont en grande partie, en essentielle partie, responsables de la situation dans laquelle on se trouve. Et l'excuse de on est en dialogue avec la population, mais la population ne pourrait pas aller plus loin, est fausse. Troisième élément, le compromis qui a été trouvé, et ça aussi vous le voyez dans les résumés que vous trouvez sur le site du Parlement, les compromis qui ont été trouvés en fonction de notre démocratie de concordance, et je reviens au début, où la dissension est pratiquement un véritable problème, voire un crime du point de vue de la démocratie qu'on défend. Et à partir de là, le PS et les Verts sont contraints de défendre à haut cri et y compris avec les ongles cette loi. Donc on n'a pas affaire à un PS et des Verts qui disent oh, finalement elle n'est pas terrible cette loi, mais enfin on n'avait pas le choix, il fallait le faire, on l'a voté, ce qui aurait été une chose, disons, moi je ne l'aurais pas voté, mais enfin pourquoi pas, je peux l'entendre. Mais on a affaire à un PS et à des Verts qui disent c'est la meilleure chose qu'on pouvait obtenir. Et on va avoir d'autres pas. Et on sait déjà qu'en disant c'est la meilleure chose qu'on devait obtenir et que tous ceux qui sont contre, on va vers la catastrophe, voire vers la dictature, m'a dit le chef du groupe socialiste au Parlement, eh bien ça montre qu'on ne va pas vers une solution réelle des problèmes, ni vers des corrections fondamentales de la loi telle qu'elle est. Dernier élément, je ne sais pas quelle heure il est, mais je pense que j'ai été trop longue. Tant pis. Dernier élément, et je m'arrête là, c'est la nécessité de ce référendum, la nécessité réelle de ce référendum. Parce que je pense que le fait de dire non aujourd'hui, le fait de s'opposer aujourd'hui, de dire que non, ce n'est pas la politique qu'il faut faire. Non, vous avez tort, le PS et les Verts. Il fallait refuser cette loi, ou alors il fallait dire qu'elle n'était pas bonne. Mais il ne faut pas la défendre, parce qu'on est dans une situation catastrophique et qu'on va vers une période encore plus difficile. On va vers une période terrible. Le Covid, enfin la Covid, je sais pas, va nous amener aussi vers une période de crise économique, sociale terrible, dans laquelle il sera encore beaucoup plus difficile de faire entendre notre voix. Et le fait de s'y opposer maintenant, de le dire haut et fort, de dire haut et fort ce sur quoi on s'oppose, hein, ce que dira Johan et ce sur quoi rebondira Steven, c'est essentiel de le faire maintenant. C'est pas juste une coquetterie de l'extrême gauche, c'est pas une coquetterie de l'âme, c'est pas un surplus, la cerise sur le gâteau de quelque chose qui serait... Non, c'est essentiel, c'est fondamental. Et je cite toujours ça, et je vais m'arrêter là, je cite toujours ça, ce petit livre d'un camarade à moi qui s'appelle Daniel Tanuro, qui dit, dont le titre est « Il est trop tard pour être pessimiste ». Il est trop tard. Il est trop tard. Il faut faire des pas en avant nécessaires. Il faut donc combattre avec toute la force qui est la nôtre cette loi et la combattre vers un autre horizon. Voilà, je m'arrête ici. Merci beaucoup Stéphanie. Nous allons donc poursuivre maintenant avec une critique plus profonde des défaillances et des insuffisances de cette loi avec Johan Dupuis. Juste avant de lui donner la parole, je vous rappelle que vos questions sont plus que bienvenues. Il faut les poser dans la discussion de l'événement
sur Facebook, il faut aller vraiment sur l'événement parce qu'il y a les différentes pages de solidarité qui partagent la vidéo. Donc, si vous la regardez depuis une de ces pages, dirigez-vous vers l'événement et posez vos questions dans la discussion de l'événement. Et puis aussi, si vous trouvez intéressant ce que vous êtes en train d'entendre, n'hésitez pas de partager le live pour que d'autres personnes puissent nous rejoindre également. Et je vais donc donner maintenant la parole à Johan Dupuis. Voilà, merci beaucoup Francisca. Merci à tous les organisateurs d'avoir pu maintenir cet événement, même si c'est sous une forme qui n'est peut-être pas celle qu'on aurait tous rêvé, tous et toutes rêvé, mais je pense qu'on peut aussi avoir des interactions intéressantes par le format vidéo. Alors on m'a demandé de parler de la loi sur le CO2 et plus précisément de sa dernière mouture. Et je le fais avec grand plaisir ici. Peut-être deux mots sur moi. Alors, je suis effectivement conseiller communal à Lausanne sous la bannière Ensemble à gauche. Je suis aussi, c'est une autre casquette, mais ce n'est pas sous cette casquette que je parle ici ce soir. Je suis aussi collaborateur scientifique à l'Office fédéral de l'environnement. Et avant cela, j'étais chercheur et enseignant à l'université où j'étais spécialisé dans les questions de politique environnementale. Il se trouve que, c'est peut-être intéressant de le dire, en 2016, à l'Université de Lausanne, on a publié un rapport d'évaluation de la politique climatique où en fait on a analysé tous les instruments qui étaient mis en place par cette politique climatique et on arrivait avec un bilan assez critique au final sur son efficacité. Et c'est avec ce regard aujourd'hui que je vois cette loi évoluer peu à peu. Et je crois que je rejoins les propos de Stéphanie que tu as dit que c'est une évolution qui est relativement à la marge. Alors, je crois que ça c'était pour l'introduction, le propos liminaire, et je vais rentrer dans le vif du sujet. Et je vais essayer de dire des choses peut-être que vous n'avez pas déjà entendues, d'être un tout petit peu original, ce qui est pas toujours facile. Et pour être un petit peu original, je vais commencer par les points positifs de cette loi. Parce que, alors, c'est intéressant, c'est des points que je trouve positifs et c'est des points qu'on avait déjà relevés, si vous voulez, comme manquants dans le rapport qu'on avait rendu en 2016, ce rapport d'évaluation de la politique climatique. Et ce qui est, je trouve assez frappant, c'est que ces points qui ont été amenés par la nouvelle mouture de la loi ne sont jamais évoqués par l'IVER et l'EPS. Pourtant, pour moi, c'est les seuls points forts qu'amène cette loi. Alors, je vous dis lesquels c'est. C'est qu'en fait, la nouvelle mouture de la loi sur le CO2 introduit un élément qui est appelé de manière un petit peu étrange et pas très compréhensible, réduction selon l'état de la technique. Ce qui a été fait, et excusez-moi d'être un peu technique, hein, c'est un tout petit peu barbare, mais en fait, si vous voulez, avant et jusqu'à aujourd'hui, dans tous les cadres des grands projets de construction, tous les grands projets immobiliers, tous les grands projets de construction de stades, de télécabines, etc., tous ces grandes constructions qui sont soumises à l'étude d'impact sur l'environnement, eh bien, elles n'étaient jusqu'à aujourd'hui jamais tenues de tenir compte des émissions de CO2 provoquées par l'installation même ou provoquées par le trafic induit ou des choses comme ça. L'étude de l'impact environnemental n'incluait pas la protection du climat, ce qui fait que vous pouviez avoir des constructions tout à fait grotesques qui apparaissaient en pleine montagne et qui n'étaient pas empêchées par le fait de devoir faire une étude d'impact. La loi sur le CO2 corrige un petit peu ça en introduisant l'obligation de respecter des normes de qualité minimale en matière de climat dans l'inspection, dans l'étude d'impact en fait, de ces projets. Ce qui est quand même un progrès. Ça vaut ce que ça vaut, ça ne va pas changer le monde, c'est un petit progrès, disons. Mais je vais vous dire tout de suite après pourquoi je pense que c'est un élément important. Le deuxième point qu'amène la nouvelle loi sur le CO2, qui n'est jamais évoqué selon moi par le PS et l'IVER, c'est un autre élément normatif qui est l'article 10 en fait, qui propose une régulation des émissions de CO2 sur les bâtiments qui ont déjà été construits. Il faut savoir que jusqu'ici, on a posé des normes en fait, que sur les nouveaux bâtiments. On demandait en fait que les nouvelles constructions, elles aient un certain pourcentage d'énergie renouvelable ou une certaine qualité d'isolation, mais sur les bâtiments anciens, on ne faisait rien. Ce qui fait que vous avez un parc en Suisse qui ne se modernise qu'au moment où on fait des rénovations énergétiques.
Et on sait que ces rénovations énergétiques, eh ben, elles ne sont jamais obligatoires. En fait. Elles se font au bon vouloir du propriétaire quand il estime, pour faire simple, il peut faire assez d'argent par le biais de cette rénovation énergétique en montant les loyers par la suite. Mais bref, c'est un autre élément intéressant. Il y a désormais une obligation pour les propriétaires de vieux bâtiments d'assainir ceux-ci. Enfin, le troisième élément intéressant qui est trop rarement évoqué, je crois, c'est la création du fonds climat. Alors, ça aussi, c'est un événement nouveau parce qu'on dessine en fait les premiers contours d'une politique d'investissement en faveur du climat. Alors, c'est toujours très faible. C'est toujours en fait qu'un tiers de la taxe sur le CO2 qui va être affectée à ce fonds, c'est la moitié des sanctions sur les importateurs de véhicules qui vont être affectées à ce fonds, c'est les nouvelles taxes sur l'aviation. On parle d'une somme de peut-être 400 ou 500 millions par année. C'est conséquent, mais c'est bien sûr très peu par rapport à ce qu'il faudrait faire. Mais c'est quand même la première fois qu'on a des sommes pareilles qui vont être affectées à autre chose que l'assainissement des bâtiments. Et il y a un truc qui est tout à fait intéressant, c'est que la Confédération mentionne pour la première fois qu'il va y avoir des personnes qui vont être des victimes et qui vont subir des dégâts considérables de la part du changement climatique en Suisse. Et ce fonds devrait en partie venir compenser les dégâts de ces personnes. Je crois que ça, c'est des dispositions dont on ne parle jamais et que moi, je trouve intéressantes. Pourquoi je les cite et pourquoi je les trouve intéressantes, c'est que c'est les seules en fait, dispositions qu'on a instaurées dans la loi qui ne ressemblent pas de près ou de loin à des taxes. C'est les premiers éléments normatifs ou réglementaires qu'on instaure enfin dans cette loi sur le CO2. Si vous regardez, c'est là la critique qui est fondamentale, qui est faite par la grève du climat, c'est que cette loi, elle est essentiellement centrée sur la taxation des émissions de CO2, sur des mesures de compensation, sur des instruments de marché pour gérer les émissions de CO2. Et puis, on se repose en fait sur l'idée qu'il suffit finalement de renchérir le prix du CO2 pour que les agents fossiles disparaissent comme par magie du commerce, disparaissent comme par magie de nos vies, et cela avant l'échéance fatidique de 2030, qui n'est par ailleurs pas mentionnée comme cela dans la loi. Il faut bien se rendre compte que c'est ça en fait la véritable arnaque ou le véritable scandale. On ne va jamais arriver à éliminer les agents fossiles si on ne les interdit pas ou si on n'évolue pas vers une interdiction de ces carburants et de ces combustibles. Et pour aller vers cette interdiction, il faut au moins commencer par introduire des régulations sur les quantités qui sont émises aujourd'hui. Et si vous regardez la loi sur le CO2, il n'y a aucune limite aux quantités de CO2 qu'une entreprise, qu'une voiture, qu'une personne peut émettre. Vous pouvez émettre tout ce que vous voulez tant que vous vous acquittez d'une taxe, tant que vous achetez un permis de polluer, tant que vous compensez vos émissions de CO2. Il n'y a aucune limitation à votre droit, si on peut appeler ça un droit. En fait, ce dont il s'agit, c'est un droit de polluer. Il n'y a aucune limitation concrète à ce droit de polluer. Il reste le vôtre si vous avez décidé de saccager la planète. Et c'est bien ça, c'est bien pour cela qu'il faut, je crois qu'on peut le dire, qu'il faut changer de paradigme. Il faut sortir d'une logique où, en payant, on peut consommer des agents fossiles et émettre du CO2 pour aller vers une logique où, simplement, on diminue les quantités qu'on autorise aux entreprises d'émettre, aux voitures d'émettre, voire aux personnes d'émettre, pour aller vers l'interdiction commerciale, l'interdiction de l'importation, l'interdiction de la consommation des agents fossiles à terme en Suisse. Parce qu'il n'y a que l'interdiction, il n'y a que l'absence d'agents fossiles dans ces utilisations diverses comme carburant, comme combustible. Il n'y a que l'absence de ces agents qui garantissent qu'il n'y a pas des émissions de CO2 d'origine anthropique qui sont émises dans l'atmosphère. Et c'est bien là, il y a un grand tabou derrière cette question, parce que si vous regardez, en fait, c'est une histoire qui dure depuis très longtemps, mais là, en fait, la Confédération a toujours refusé d'inscrire, de considérer le CO2 comme étant une matière polluante.
Et en fait, c'est assez intéressant parce que c'est vrai que le CO2 est un élément naturel. C'est vrai que nous tous, nous émettons du CO2 quand nous expirons. Euh, les arbres émettent du CO2. Le CO2 fait partie d'un cycle naturel qui va des écosystèmes vers l'atmosphère avec des boucles de rétroaction. Mais en fait, ce qui n'est pas naturel, c'est d'extraire du sol des quantités énormes d'éléments fossiles sous forme de gaz ou sous forme de pétrole, puis de les injecter d'un coup dans l'atmosphère à un rythme auquel les écosystèmes et l'atmosphère ne peuvent s'adapter pour ce qui est de l'atmosphère, un rythme d'émission auquel l'atmosphère ne peut absorber en fait, ces émissions de CO2. C'est bien ça le problème, et c'est pour ça que la seule solution à ce problème, c'est d'interdire l'extraction, puis la consommation de ces agents toxiques. On peut retourner le problème de toutes les manières qu'on veut, c'est bien cela. Et la logique en fait, de marché qui est recherchée par la loi sur le CO2, c'est de dire, si on approfondit un peu, c'est de dire si on met un prix en fait, sur la matière CO2, sur l'essence par exemple, si on rajoute des taxes, naturellement, le marché va faire que les gens vont moins consommer ce produit et puis grâce à cela, on va arriver à une réduction des émissions de CO2. En théorie, alors si on croit à la main invisible, à l'action des taxes, en théorie, ça, selon la théorie économique, je précise, ça peut marcher, mais dans les faits, ça ne marchera jamais dans les délais qui sont nécessaires pour garantir la protection du climat. Et surtout, si on voulait vraiment que ces taxes aient un effet, il faudrait les fixer à des niveaux tellement élevés qu'elles seraient littéralement insupportables aux yeux des personnes qui prétendent défendre l'économie. Voilà, je crois que ça c'est pour les éléments, les éléments centraux, les éléments de manière générale. Si on va un tout petit peu plus dans le détail, et là je rentre peut-être probablement dans des choses un petit peu plus classiques, un petit peu plus connues, qui vont peut-être moins vous étonner. Je ne sais pas si j'ai réussi à vous étonner, mais voilà, c'était un petit peu mon ambition. Mais si on reprend depuis le début, bien, déjà pour commencer, vous le savez, les objectifs de cette loi sont bien sûr complètement insuffisants. On parle de réduire les émissions de 50% par rapport à 1990 en 2030. Et là, il faut bien dire que le Parti socialiste est un petit peu honnête parce que M. Roger Norman a lui-même reconnu que ce que ça voulait vraiment dire, c'est réduire de 20% les émissions d'aujourd'hui en 2030. Donc oui, vous voyez le rythme de réduction que ça fait. On parle de 20% en 10 ans, ça fait 2% par année. On sait qu'il faudrait à peu près 5 fois plus au bas mot. C'est d'autant plus problématique qu'en fait, on n'a qu'un objectif de réduction finalement à 2030 et pas à 2050. Alors probablement que c'est le jour où on va traiter de l'initiative pour la sauvegarde des glaciers qu'on va introduire peut-être dans cette loi ou dans une autre loi ou que sais-je, un objectif de protection à 2050. Et ce qui est probable, c'est ce que la Suisse a promis dans les institutions internationales en tout cas, c'est que la Suisse défende une vision de neutralité climatique à 2050. Là aussi, on se rend bien compte que 2050, neutralité climatique en 2050, si ça veut dire émission zéro, ce qui est probablement pas le cas, c'est aussi insuffisant. Pourquoi? Pour deux raisons. La probabilité que simplement d'arriver, si le monde entier arrive à la neutralité climatique en 2050, ce serait probablement déjà pas suffisant pour garantir un réchauffement climatique qui ne soit pas dangereux. Et puis on oublie, quand on dit ça, que finalement, la probabilité que les pays en voie de développement ou que des pays nouvellement très développés comme la Chine ou l'Inde atteignent cet objectif en 2050 est beaucoup plus basse que la nôtre. Parce que nous avons déjà les technologies, nous avons déjà le degré de développement, si j'ose m'exprimer ainsi, pour ce qui est des technologies en tout cas, qui devraient nous permettre d'atteindre ces objectifs plus rapidement. Si nous-mêmes, on choisit l'extrême limite temporelle qui est mentionnée dans les accords internationaux, c'est-à-dire 2050 pour arriver à la neutralité climatique, et que, alors qu'on est censé être le modèle, la moyenne mondiale, ce ne sera pas la neutralité climatique en 2050, ce sera la neutralité climatique en 2070 ou en 2080, quand bien même la probabilité de garantir un climat sain avec une neutralité climatique à 2050 est déjà insuffisante.
Il y a un autre point aussi qu'il faut dire, je ne sais pas si vous avez vu passer l'information, enfin, tout le monde, j'imagine, reçoit ces infos un petit peu anxiogènes des scientifiques et des personnes qui vont étudier sur le terrain la fonte des glaces et l'évolution dramatique des températures. Mais un élément que l'on pensait jusqu'ici stable, c'est-à-dire la crédibilité des modèles climatiques, qui donnent à peu près les mêmes estimations hein, depuis 1970. Hein. Ils sont de plus en plus pessimistes, mais globalement, on est face à une stabilité. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, les températures et la calotte glaciaire fondent plus vite que ce qu'avaient prévu les modèles. Fondent plus vite que ce qu'avait prévu le GIEC dans les années 90 et au cours des diverses révisions qu'ont connues les rapports. Et ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est qu'en fait, le paramètre central qu'on avait considéré, c'est-à-dire quel est l'impact finalement du CO2 sur l'atmosphère, d'un doublement de la concentration du CO2 dans l'atmosphère, quel est son impact sur la hausse des températures, en fait, on a sous-estimé ce paramètre. Et si ça se trouve, probablement, les probabilités qu'on a calculées, ou sur lesquelles on s'est basé pour dire la neutralité climatique en 2035, ça serait encore acceptable, peut-être même que ces probabilités-là sont aujourd'hui surestimées et qu'on est dans une situation encore plus critique que ce qu'on a jusqu'ici imaginé. Mais je m'arrête là parce que si elle est encore plus critique que ce qu'on avait imaginé, je crois que ça commence à dépasser l'entendement. Donc voilà. Ça, c'était pour les objectifs. Si on va un petit peu plus sur la question de la taxe CO2, donc on oublie la grosse critique que j'ai formulée avant, que finalement cette taxe, peu importe le taux à laquelle on la fixe, elle sera toujours insuffisante par rapport à ce qu'il faudrait faire. Il y a quand même 2-3 éléments hein, qui sont assez rigolos dans la manière avec laquelle le législateur a défini cette taxe. Ce qu'il faut savoir, c'est que simplement tous les gros pollueurs, tous les Holcim, toutes les dernières entreprises en Suisse qui émettent fortement des gaz à effet de serre. Hein. La Lonza, par exemple, qui ne calcule même pas une partie de ses émissions qui ne sont pas des gaz sont pas du CO2, mais d'autres gaz à effet de serre. Tous ces gros émetteurs de CO2 ne payent pas de taxe sur le CO2. Ils sont exemptés de cette taxe et ils participent à la place à... ils font des promesses en fait, de réduction des émissions et on en reste là. Les seuls, en fait, qui s'acquittent de cette taxe, ce sont les ménages. C'est vous et moi, toutes les personnes qui habitent, toutes les personnes qui habitent dans des bâtiments où les agents fossiles sont utilisés comme combustible de chauffage. C'est ça le moteur de la taxation. Et il faut aussi dire que les petites entreprises, les PME, celles qui ne font pas assez, qui ne consomment pas assez de CO2, finalement, elles aussi s'acquittent de cette taxe. On voit bien, quand on dit qu'il n'y a pas de justice climatique derrière cette taxe, ce que ça veut dire concrètement, c'est que ceux qui polluent en sont exemptés et ce sont les petits émetteurs de CO2 qui doivent s'en acquitter. Il y a aussi, mais ça vous connaissez la problématique, finalement, cette taxe n'est pas proportionnelle à la capacité contributive, hein, on n'est pas proportionnel aux revenus, ne fait fi en fait des différentes classes sociales, des l'aisances de certaines personnes. Or, on sait que la richesse est très très corrélée avec les émissions de CO2. On ne régule pas finalement la consommation de luxe, hein, qui est quand même le problème principal, je crois. Si on doit réguler les modes de consommation, comme certains aiment le dire, moi je crois que c'est avant tout à la consommation de luxe qu'on doit s'attaquer. C'est bien sûr pas le cas ici. Et il y a un autre élément que je trouve toujours hallucinant, c'est que finalement, on nous dit que les 2/3 du produit de la taxe sont redistribués à la population et aux entreprises. C'est vrai, c'est indéniable, mais par quel mécanisme? On reçoit tous, en fait, si vous voulez, une espèce de ristourne sur notre facture d'assurance maladie. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé, c'est pratiquement invisible, on parle de 80 francs par année. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un certain nombre d'entreprises, dont les banques, elles reçoivent des millions de francs en ristourne. Pourquoi elles reçoivent des millions? Simplement parce que, en fait, pour les entreprises, la taxe CO2 est retournée, est redistribuée aux entreprises en fonction de la masse salariale. Alors, vous comprenez bien que si vous êtes une entreprise de service, comme une banque, vous n'émettez pas beaucoup de CO2 à part pour chauffer vos locaux, et si ça se trouve, vous avez installé plein de panneaux solaires, etc. Et puis, vous recevez de l'argent en retour en proportion de vos employés et de leur salaire. C'est quand même assez grotesque.
c'est tellement grotesque que des banques, certaines assurances et certaines banques qui recevaient tellement d'argent en retour de la loi CO2 ont mis sur pied une fondation pour financer eux-mêmes des projets de réduction de CO2 avec l'argent qu'elles recevaient en retour de la taxe. On est c'est le serpent qui se mord la queue. En fait, cette loi avantage les grandes banques. Et les grandes banques, vous le savez, sont les grands absents de cette loi. Ça a été suffisamment dit par la grève du climat pour que je m'abstienne de commenter cette absence réellement problématique dans la loi. Mais vous savez, vous connaissez les chiffres, à quel point la place financière suisse et les banques émettent beaucoup plus de CO2 que sa population, et pourtant elles sont exemptes de cette loi, à part un devoir de surveillance qui est évoqué pour la FINMA, qui est déjà sa prérogative en temps normal, même sans la loi. Il y a un dernier point que je voulais évoquer avant de céder la parole, c'est la question de la mobilité aussi. Là aussi, la loi est toujours aussi grotesque en fait. On a certes introduit une taxe sur le CO2, mais en fait, ce qu'il faudrait dire, c'est que c'est une taxe sur les combustibles, en fait, c'est-à-dire les agents qui contribuent à chauffer les immeubles, mais on n'a pas de taxe sur les carburants fossiles. La taxe CO2 ne couvre pas ces agents fossiles. Ce qui remplace la taxe CO2, en fait, c'est une obligation pour les importateurs d'essence de compenser les émissions de CO2. Alors, ils ne doivent pas compenser toutes leurs émissions de CO2, hein, surtout pas. Ils doivent composer 15% de leurs émissions de CO2, c'est-à-dire, vous en conviendrez, pas grand-chose. Et comment ils compensent? Soit ils achètent des certificats qui attestent de réduction d'émissions à l'étranger, hein, par le biais du système instauré par le protocole de Kyoto, vous connaissez peut-être ça, ou par le biais de projets en Suisse qui sont parfois tout aussi douteux. On connaît des exemples qui ont été analysés dans la littérature. Il y a eu beaucoup d'attestations de réduction des CO2, donc c'est par ce genre de projet qu'on compense les émissions dues au trafic. Il y a beaucoup de ces attestations qui ont été émises par un projet qui s'appelait à l'époque EcoDrive et qui consistait à éduquer les chauffeurs de transport public à la conduite écologique. Et puis, sur la base d'une formation de conduite écologique pour les chauffeurs, on donnait une formation qui était payée par les importateurs de pétrole, on leur distribuait des crédits de CO2 équivalents à des millions de tonnes de CO2. Quand bien même une formation ne constitue pas la preuve que le chauffeur va conduire toute sa vie et sur toute la durée d'exploitation du véhicule de manière écologique, et qu'il n'y a aucun lien entre le fait de donner une formation à la conduite écologique et la réduction formelle des émissions de CO2 d'un pays comme la Suisse. Voilà. Peut-être encore une dernière chose qui existe sur la mobilité, vous avez peut-être entendu parler, c'est que sur les voitures, il y a certes des prescriptions CO2, hein, donc des valeurs indicatives, 90 grammes de CO2 pour 100 km, etc. Finalement, c'est des indices de performance, hein, à quel point votre véhicule consomme beaucoup d'essence pour parcourir 100 km. Ces prescriptions CO2, elles sont toutes droites importées de l'Union européenne. Hein, c'est un peu l'Union européenne qui mène le bal, qui est le leader sur ces questions-là, et la Suisse ne fait que reprendre en fait les normes qui sont imposées par l'Union européenne aux constructeurs automobiles. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, il n'y a aucune obligation en Suisse pour les importateurs d'automobiles finalement d'importer que des voitures performantes. Non, pas du tout. Ils peuvent importer toutes les Dodge Viper qu'ils veulent, toutes les gros SUV consommant des dizaines de litres d'essence au 100 km. Il n'y a aucun problème tant qu'ils s'acquittent d'une sanction. Et cette sanction, ce qui est intéressant, c'est que la moitié du produit de cette sanction, elle est reversée à un fonds qui construit des routes. Alors voilà, on comprend bien que c'est pas une petite sanction qui va arrêter les grands importateurs d'automobiles de nous procurer des bagnoles très polluantes et aux moteurs surdimensionnés. J'arrive à la conclusion. Il y a une dernière chose que je voulais dire. Si on revient, et c'est j'espère que ça introduira la parole, ça introduira le discours que Steven va faire, et c'est aussi une question que je lui adresse. Alors, pour tous les éléments que je viens de citer, je crois qu'il est très clair que le référendum par rapport à cette loi est absolument nécessaire.
Et il est vital de sortir du paradigme qui a engendré cette loi sur le CO2 pour passer à un mode d'action où on veut vraiment supprimer les énergies fossiles. Maintenant, c'est vrai que politiquement, la situation n'est pas non plus évidente et d'une clarté folle parce que la grève du climat va se retrouver à faire référendum aux côtés des milieux patronaux, aux côtés de l'UDC. Et au moment et si le référendum passe, on se retrouvera dans une campagne où il y aura les PS, les Verts, main dans la main avec le PLR, qui vont s'ériger grands défenseurs du climat, des patrons qui vont nous dire que la loi CO2 est beaucoup trop chère, et la grève du climat et ses alliés qui vont dire que la loi sur le CO2 n'est pas assez efficace. Moi, je trouve que c'est une coalition qui va être... C'est un moment qui va être difficile à vivre, hein, je pense, pour nous tous. Et puis moi, la question que j'aimerais poser à Steven, c'est finalement pourquoi ne pas faire une pierre deux coups et immédiatement, avec le référendum, déposer une initiative pour une loi sur la protection du climat, enfin, du coup pour un article constitutionnel, hein, vu qu'on ne peut pas faire d'initiative législative en Suisse, mais pour finalement une initiative qui pousse les lois sur la protection de l'environnement en Suisse dans la direction qu'on aimerait. Pour le moment, je n'ai pas vraiment entendu de réponse convaincante à cette interrogation que j'ai. Je sais que, bien sûr, c'est très difficile de récolter des voix pour une initiative en même temps que pour un référendum, mais peut-être que ça aurait été ou ce serait encore un gain d'énergie plutôt que de faire deux processus séparés. Voilà, je te laisse avec cette question, Steven. Bonne chance pour y répondre. Et merci de votre attention. Merci beaucoup, Johan. Donc, nous allons effectivement passer à Steven. Juste avant, je vous rappelle que vos questions sont les bienvenues dans le chat du live sur l'événement Facebook. Donc, allez seulement sur la page de l'événement, cliquez sur le live et puis on prendra vos questions dans le chat du live ou aussi de l'événement si cela vous correspond mieux. Et donc maintenant, nous allons poursuivre avec la dernière intervention dans le contexte de cette conférence avec Steven Tamburini, qui est donc, je le rappelle, militant à la grève du climat et chez Solidarité Vaud, et qui va nous ouvrir l'horizon, entre autres, en abordant un peu les questions posées par Johan, mais aussi en esquissant ce que doit être une politique climatique digne de ce nom et qui nous permettra d'éviter le pire de la catastrophe climatique. Donc Steven, je te passe la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, au moins, on a une première question pour après. Je pense que je ne vais pas y répondre immédiatement, mais effectivement, Johan, tu as raison de souligner que c'est une question qui s'est posée à de nombreuses reprises dans la grève du climat, mais également hors de la grève du climat, de cette possibilité de faire initiative en même temps ou après ou avant ou au lieu du référendum. Donc, on pourra en discuter après. Donc moi, j'ai la responsabilité dans un minimum de temps, pour ne pas faire trop long, d'esquisser des horizons écosocialistes, un horizon écosocialiste. Donc je vais rester très superficiel sur les choses. On pourra revenir sur certaines questions plus spécifiques si vous en avez envie. J'aimerais aussi dire, avant de commencer mon propos, qu'on organisera certainement prochainement une conférence sur la question d'un programme de transition en entier. Donc on pourra approfondir également cette question à ce moment-là. Et voilà, du coup, je me lance direct dans le sujet. Et la première chose que j'aimerais dire avant d'esquisser cet horizon, c'est déjà qu'il faut comprendre où on est. Ça semble un peu paradoxal, mais il faut comprendre où on est et aujourd'hui se précipiter avec un premier pas, qui d'ailleurs n'en est pas un, comme on l'a dit, ce n'est pas forcément une bonne solution. Et du coup, ce qu'il faut se faire, c'est se poser actuellement les bonnes questions. Et ces questions, elles ne sont pas uniquement sur la question des moyens, comme on les a déjà énumérés, mais également sur la question des causes. Parce que si on veut résoudre en grande partie le problème, il faut comprendre quelles sont ces causes. Et aussi, quelles sont les contraintes. Parce que là, on fait face à des contraintes assez importantes qui sont notamment ce qui fait qu'on est réellement dans une catastrophe énorme. Donc, ce que je vais dire, ça va être très incomplet. Ce sera des esquisses, donc il faudra actualiser, réactualiser suivant comment ça évolue. Donc d'abord, je vais dire qu'est-ce qui est nécessaire pour avoir la base d'un programme de transition écosocialiste qui, en fait, est une alternative simplement à la loi sur le CO2. Parce que la loi sur le CO2,
Qu'est-ce que c'est? C'est un projet de révision de loi qui est très sectoriel, qui prend les problèmes les uns sans les autres quasiment, et qui en fait fait que la question climatique est cloisonnée en elle-même et qu'il n'y a pas de lien directement avec les autres grands problèmes de notre société. Donc on a la crise climatique, mais elle n'est ni liée à la question de la catastrophe écologique dans son ensemble, et encore moins aux questions, par exemple, de crise aujourd'hui sociale qu'on est en train de traverser, encore moins de crise sanitaire, vu qu'elle arrive maintenant. Et du coup, lorsqu'on dit qu'on veut sortir du paradigme des énergies fossiles, comme l'a dit Johan, on parle de transformation en profondeur de notre système économique et social. Ça veut dire qu'on doit sortir du paradigme dans lequel on est et qu'on veut nous vendre à travers une loi comme celle-ci, qui est vraiment la loi du PLR, donc loi du PLR égale loi du capitalisme vert. Donc vraiment, il faut en sortir et il faut avoir un plan qui soit beaucoup plus décloisonné et qui lie les questions ensemble. Deuxième point, il l'a dit, il faut une décroissance drastique et immédiate des émissions de gaz à effet de serre, et ça implique nécessairement une réduction massive de la consommation d'énergie globale. Donc ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte lorsqu'on va énumérer les horizons. Et pour ce faire, il n'y a pas 26 solutions. Si on veut déjà le faire de manière démocratique, il va falloir qu'on repense nos besoins collectivement. Ça veut dire que pour dépasser le paradigme du capitalisme et surtout du productivisme, il va falloir se poser les questions de qu'est-ce qui est réellement nécessaire dans notre vie pour vivre le mieux possible collectivement. Et du coup, ça m'amène à deux points qui sont reliés et entre eux, il y a une tension qui est importante qu'il faut assumer. C'est que pour sortir de ce paradigme aussi de marché, il va falloir commencer sérieusement à avoir une planification écologique sur le long terme, disons sur le court et le long terme, avec des étapes et donc une planification écologique certes centralisée, mais qui doit aussi être décentralisée et dans laquelle nous devons la faire vivre dans une démocratie très forte, si ce n'est totale. Ça veut dire qu'on doit être capable, sur nos différents lieux de vie, de travail, de formation, de récupérer notre pouvoir de décider collectivement de qu'est-ce qu'on a envie de faire et de se fixer des priorités. Et vraiment, ces priorités, il faut se les fixer non pas seulement que les producteurs et les productrices entre elles et eux, mais également avec les usagers, usagères, pour pouvoir trouver les meilleures choses pour avancer. Et encore deux points, et ensuite je vais aller sur les points que je trouve essentiels. C'est que effectivement, il l'a dit Johan également, il y a des seuils dangereux qu'il ne faut pas dépasser. On parle souvent du 1,5 degré pour de nombreux scientifiques, et scientifiques, c'est déjà peut-être dépassé. Donc on est vraiment dans une situation dramatique. Il faudrait idéalement rester bien en dessous des 2 degrés. Et en plus de ça, il faut prendre en compte justement toute cette dimension de justice climatique. Et ça, ce n'est pas quelque chose avec lequel on peut dealer maintenant. On ne peut pas se dire on va à 3 degrés, ensuite on réduit. Non, ça, ce n'est pas possible. À un moment donné, il y a des seuils d'irréversibilité, des points de non-retour qui seront dépassés. Et là, ce sera des scénarios que je ne vais même pas esquisser ce soir. Et le dernier point, j'y reviendrai en fait après. Du coup, il y a deux considérations encore larges qu'il faut prendre en compte avant d'aller dans des mesures concrètes ou du moins se poser les questions essentielles, c'est qu'on a une contrainte de temps et d'espace. C'est-à-dire, de temps, ça paraît un peu logique. Il y a le temps de l'urgence, celui dans lequel on doit être capable d'intervenir, donc cette contrainte temporelle. Mais il y a aussi la contrainte de l'espace. Ça veut dire que ce changement en profondeur, il ne doit pas avoir lieu qu'en Suisse ou bien qu'au Pérou, il doit avoir lieu partout. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous fait... C'est vraiment un défi que je ne saurais même pas qualifier. Et le deuxième point, c'est que dans chacun des sujets qu'on va aborder, on doit se poser la question des finalités de ce qu'on fait. Par exemple, quand on va traiter de la question de la mobilité, pourquoi est-ce qu'on se déplace? Non pas aller directement sur les moyens, mais penser pourquoi est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on peut le changer? De quelle manière? Et comment c'est relié aux autres données? Voilà, donc premier point, pour avoir une politique éco-socialiste qui soit également crédible dans le contexte actuel, il faut avoir une politique sérieuse sur la question du travail et de l'emploi. C'est vraiment la première question qu'il faut aborder
parce qu'on ne peut pas, comme on l'a dit, aborder la question par simplement la consommation et les taxes. Il faut poser la question de comment est-ce qu'on donne la possibilité, on crée les conditions pour qu'il y ait une transformation globale de la société. Et dans ce contexte actuel de pandémie, on sait et on voit déjà les dégâts que ça a vis-à-vis des salariés, également les craintes tout à fait justifiées qu'elles ont par rapport à leur situation, et on leur met encore une écologie punitive sur la tête. Non, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est par exemple avoir des mesures très fortes donc, de l'État qui pourraient déjà dire, écoutez, dans une société où on va devoir également travailler, faire des activités pour la transformer, il faut assurer un 100% d'emploi. Ça veut dire que l'État prend cette responsabilité et qu'elle met en place des mesures pour pouvoir le faire. Et ces mesures, il y en a certaines que l'on connaît qui sont déjà là. Il y a les questions justement de réduction du temps de travail, des rythmes également de travail, pour d'une part vivre mieux, mais surtout pour répartir mieux le travail entre toutes les personnes de la société. Il y a également la question de comment est-ce qu'on va, comme on l'a dit, par rapport aux besoins, prioriser certains secteurs sur les autres. Quels sont les secteurs dans lesquels il y a besoin d'un démantèlement quasiment complet, comme par exemple le secteur de l'aviation. On sait très bien que les travailleurs et les travailleuses de ce secteur, si on ne va pas avoir des technologies de remplacement pour ce secteur dans les 10-15 prochaines années, donc il faut drastiquement le changer. Et ça, ça nécessite une forte reconversion, mais également une réelle prise en compte de ces salariés par l'État qui devrait leur assurer justement un travail, une activité dans des domaines qui sont nécessaires aujourd'hui de faire croître, parce qu'il n'y a pas que des choses qui doivent décroître, il y a des secteurs qui doivent croître, et notamment parmi ces secteurs qui doivent être d'une part revalorisés symboliquement, mais surtout aussi dans leur salaire, il y a tout le travail du care. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut développer dans une bonne politique écologiste, éco-socialiste. C'est, si je reprends les termes de Ursula Klein, elle dit care jobs are green jobs. Les jobs du care sont les jobs verts. Oui, c'est des jobs bas carbone et c'est notamment des jobs qu'on aura besoin pour demain, pour reconstruire la société, réparer un grand nombre de domaines. Et du coup, ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et après, il y a de nombreux autres également outils qu'on pourrait explorer pour le moment. Donc, c'est pas... Voilà, j'ai pas de baguette magique, mais il y a aussi cette idée du revenu de transition écologique qui peut permettre à différents niveaux de mettre la société en mouvement ensemble et puis essayer de se poser ces questions sur les besoins qu'on a dit. Comme je vois que le temps file et que j'aimerais le tenir en 20 minutes, je vais sauter à la prochaine question, qui est celle du secteur dans lequel on doit agir quand même prioritairement, c'est la finance. Il faut être sérieux. On ne peut pas faire une loi sur le CO2 avec 5 lignes sur la finance qui en plus servent à rien. Il faut là avoir une politique vraiment contraignante, je pense qu'il faut le dire. C'est vraiment le secteur dans lequel la Suisse a la possibilité d'avoir un impact significatif déjà dans son pays, mais également à l'international. Yann ne l'a pas dit, mais je vais quand même rappeler que du coup, la place financière pollue 22 fois plus que la population et qu'on sait depuis des rapports de 2015 qu'on va sur un réchauffement de 4-6 degrés avec les investissements de ces secteurs. Et là, je pense qu'il faut aussi se dire que quand on a dépassé l'accord de Paris, qu'on se dit on va tenir 2 degrés, mais qu'on continue à investir dans des nouveaux projets qui ne sont pas encore construits, dans des infrastructures pour les énergies fossiles, on fait fausse route. Et là, il y aurait des mesures déjà très simples à dire. On le dit dans les autres pays de garder les énergies fossiles dans le sol, il faut aussi arrêter de les financer pour qu'elles restent dans le sol. Donc la Suisse, on devrait avoir clairement un moratoire immédiat sur vraiment ces investissements, et ce n'est pas les seuls. Il y a aussi des investissements dans le secteur, par exemple, de la guerre, des armes, un secteur qui est profondément inutile quand on repense nos priorités. Ces choses-là doivent évidemment changer. Quand on dit ça, évidemment, on nous amène l'argument de dire oui, mais alors vous allez mettre notre système, par exemple, de retraite en péril. Oui, c'est vrai, dans ce paradigme-là, il est en péril. Et c'est pour ça qu'aussi, un des chantiers qui doit être extrêmement important, notamment dans ce contexte pour l'année prochaine, entre les différents mouvements sociaux et le mouvement syndical,
c'est la question de comment est-ce qu'on refonde le système des retraites. Comment est-ce qu'on trouve une alternative à ce deuxième pilier, ces investissements qui nous mettent en fait le couteau sous la gorge, pour le dire très simplement, et qui en plus de cela, on est dans un système qui est profondément inégalitaire, notamment vis-à-vis des femmes et des plus précaires. Donc, comment est-ce qu'on fait pour dépasser ça? Ça, c'est un chantier qu'il faut mener rapidement. Donc, je saute. Il y a un point que j'aimerais particulièrement mettre en évidence ce soir, parce qu'on est aussi dans un contexte d'une mobilisation du secteur de la santé et d'autres secteurs du service public, c'est que pour avoir une politique climatique sérieuse, d'une part de réduction, mais aussi d'adaptation, il faut clairement prendre en compte le secteur public. Et quand on lit la loi sur le CO2, niet, on n'est rien du tout quasiment dans ça. Et si vous suivez par exemple l'étude qu'avait fait le livre publié par Romain Felli il y a quelques années, on était clairement à dire, bah oui, la politique de l'adaptation, il ne faut pas que ce soit une adaptation telle que les néolibéraux veulent nous l'imposer. On peut aussi mener une politique de l'adaptation via les services publics, parce qu'il est nécessaire, dans un contexte, comme on l'a dit, avant de contraintes énergétiques et de repenser les besoins, qu'il y a des besoins qui seront essentiels et que ces besoins-là, il faut que la société en prenne garde, en soit la garante. Et de ce point de vue-là, il faut avoir une politique forte de protection déjà dans un premier temps et de développement même de nouveaux services publics. Quand on pense par exemple à la question de la réparation, je sais que ce n'est pas une question qui est fixée et qui est très débattue, mais quand on voit la situation dramatique dans laquelle on est avec l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, à titre personnel et en le disant certains auteurs et autrices notamment, je pense qu'il faut commencer à avoir une politique d'investissement public pour les émissions. Oh, je vais y arriver. Non, je ne vais pas y arriver, j'ai un blanc. J'y reviendrai après, je suis désolé, j'ai un petit blanc, j'ai notamment mal à la tête ce soir. Des émissions négatives, voilà, ces émissions où on peut permettre... Et ça, il faut que ce soit fait non pas sous la main des capitalistes, que c'est un peu leur bouclier, leur faux bouclier pour 2050, mais c'est à nous de se dire que dans une perspective de justice climatique, tout en prenant en compte les limites nombreuses qu'ont ces technologies, de les mettre en place immédiatement pour ne pas atteindre le point de non-retour. Là, par exemple, il y a un secteur qu'il faudrait réfléchir, qu'on pourrait développer. Voilà, je ne dis pas que c'est nécessaire, mais il faut au moins avoir une discussion. Ensuite, je vais faire plus court pour les derniers points, comme ça j'irai sur les actions. Voilà, il faut repenser, redévelopper et assurer les communs qui on connaît, mais le commun de l'alimentation déjà, la question de la santé, de la mobilité, toutes ces choses doivent être des biens communs qu'on doit assurer. Le logement également, très important, l'enseignement et la recherche, et d'une manière générale, je dirais même le système politique, qui devrait être un bien commun et pas un petit quelque chose accaparé par une petite minorité. Et dans ce cadre-là, il y a plusieurs possibilités qui ont déjà été mises en place avant, mais par exemple, les questions de rationnement sont totalement possibles, d'avoir également des minimaux qui soient assurés. Donc ça, c'est hyper important, et aussi de collectiviser certains de ces secteurs pour pouvoir bien faire les choses. Donc oui, il me reste 5 minutes. Une autre chose qui est importante, je pense qu'on n'en a pas parlé ce soir, mais il y a toute la question des émissions grises. Et souvent, les mesures qui sont mises en évidence sont de l'ordre de nouveau de la taxation. Certaines sont, j'estimerais, plus ou moins bonnes, d'autres plutôt très mauvaises de nouveau. Et il y a notamment une autre possibilité, et là ça complique encore la réduction qu'on doit faire dans notre pays, mais c'est la question de la relocalisation et de la régionalisation de nos activités. Si on commence à relocaliser des activités qu'on avait exportées à l'étranger, ça va forcément faire remonter également nos émissions de gaz à effet de serre, mais c'est quelque chose qui est nécessaire en même temps. Alors, je n'ai pas fait le calcul à chaque fois du bilan carbone, mais c'est quelque chose qui est nécessaire dans un paradigme où demain, il va falloir travailler moins, mais il va falloir aussi transporter moins. Pour l'instant, le paradigme du transport au niveau international, il n'est pas viable. Et de ce point de vue-là, il faut vraiment avoir une vraie politique
de relocalisation des activités qui sont essentielles. Et le dernier point que je dirais avant d'aller sur la conclusion avec les actions, et Stéphanie l'a déjà mis en évidence, c'est la question de la redistribution des richesses. Donc, quand on dit tout ce qu'on a dit, ça va bien coûter. Et ça, on en est conscient. Et l'a dit Johan, il faut avoir une vraie politique d'investissement très forte, immédiate, dans de nombreux secteurs. Et là, il faut aller chercher l'argent où il est, dans une perspective de justice climatique. Ça veut dire chez les riches, ça veut dire de pouvoir aller faire que l'impôt soit beaucoup plus progressif. Il va falloir aller chercher aussi sur les questions des rentes. Il faut traiter justement cette question des retraites, comme on l'a dit avant, avec le premier et le deuxième pilier. Il faut aussi un peu combattre cette évasion fiscale. Bon, je ne veux pas en toucher plus de mots, mais il y a aussi la question des budgets dans lesquels on peut vraiment jouer. Donc là, on a raté la votation de très peu avec les avions de combat. C'est un exemple de ce qui doit disparaître de notre budget. Et quand une fois ces dépenses disparaissent du budget à quelque part, on peut aussi commencer à les mettre dans des secteurs plus importants. Également une redistribution de richesse du point de vue international, et je crois que ça c'est hyper important à le dire, qu'il y a vraiment la nécessité de pouvoir permettre aux autres populations et pays les plus affectés de pouvoir bénéficier de cette aide, qui est surtout aide, mais qui est une dette en fait historique que la Suisse a et très importante. Et un mot de dire que c'est nécessaire parce qu'il y a même une étude récente de Julia Steinberger qui avait montré à quel point ce rythme de vie des riches, la manière dont ils vivaient, ça entraînait la société à aller comme eux, mais aujourd'hui, c'est tout le contraire qu'il faut. Il faut leur mettre des maximums à ces gens, ou même avec des quotas, où on assurerait à la population des quotas qui soient respectables pour vivre dans la vie, et ensuite il y aurait des taxes, alors là, qui feraient très mal aux riches, et là, on serait pour, notamment si on peut les redistribuer après. Donc voilà, et en 3 minutes, quand on a dit qu'est-ce qu'on voulait faire d'un point de vue, ça c'est des lignes, il y en a beaucoup plus d'ailleurs, mais comment est-ce qu'on fait? Comment vous faites avec cela? C'est impossible ce que vous nous proposez. L'impossible est aujourd'hui nécessaire, je pense qu'il faut le rappeler, et la première chose qu'il faut faire, c'est déjà s'opposer aux fausses bonnes idées, et la fausse bonne idée serait de dire que cette loi sur le CO2 est un premier pas, comme me dirait Greta Thunberg et puis d'autres activistes du climat. Si on commence à faire croire à la population que ça c'est suffisant, le couteau, il est plus sous la gorge, il nous a tranché la gorge. Et de ce point de vue-là, il faut être très clair quand ce genre de projet sort, il faut les critiquer et s'y opposer fortement. Ça, c'est le premier point. Après, comme dirait également Emma dans sa BD sur le réchauffement climatique, elle fait aussi, on va dire, une introduction très forte. Et puis on se dit, mais on fait quoi maintenant? Il faut rejoindre des collectifs militants, des organisations anticapitalistes qui veulent vraiment rompre avec ce système. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. C'est même un impératif parce qu'on ne peut pas rester dans ce paradigme individuel. Il faut faire du collectif et dans ce faire du collectif, il faut faire aussi des expériences, se mettre en action à travers les mouvements sociaux, mais également à travers des actions qu'on peut mener de manière collective dans nos communes, dans les alternatives. Ça, c'est hyper important de lier toutes ces questions ensemble et surtout s'auto-organiser où on est. Ça veut dire sur nos lieux de vie, dans notre village, mais également sur notre lieu de travail, ce qui est hyper important, et évidemment sur nos lieux de formation si on étudie encore. Et ça doit nous amener, et c'est une nécessité, et il doit y avoir une escalade dans ça parce qu'il n'y a pas d'autre solution actuellement, c'est d'aller vers l'action directe. Il faut concrètement bloquer des rouages du système, que ce soit par la grève, mais également par d'autres actions de masse tournées vers la désobéissance civile ou également d'autres actions qui sont en train de se mettre en place. Par exemple, la dédicace à la ZAD actuellement, qui est un projet magnifique de voir ça avec les PAN en Suisse. C'est vraiment des choses qui permettent d'esquisser un nouveau futur, une nouvelle manière de faire et qui montrent concrètement également les responsables dont Holcim aujourd'hui, on ne peut pas les oublier. Et surtout, et je pense que là c'est le message le plus important, et je terminerai là-dessus, c'est qu'il faut construire un mouvement de masse qui doit dépasser simplement la question climatique et qui doit dépasser aussi seulement le secteur entre guillemets de la jeunesse, même si c'est évidemment pas la seule qui est en mouvement ou qui était en mouvement depuis des années. Il faut se reconnecter ensemble et entraîner plus de gens dans le mouvement, et surtout il faut réussir à avoir des convergences concrètes avec le mouvement syndical, avec la grève féministe, c'est une nécessité en Suisse, mais également avec le mouvement antiraciste, avec
les luttes paysannes, j'en ai pas assez parlé ce soir et c'est une honte, mais également d'un point de vue international avec les personnes et les zones les plus touchées, comme on les appelle dans notre mouvement Fridays for Future, pour viser à dépasser le système actuel. Et cela, ça doit se faire au niveau international, parce que sinon, la révolution, elle sera mondiale ou elle ne le sera pas. Et il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui. Et en plus, c'est une solution qui sera bonne pour l'immense majorité de nous toutes et tous. Et je me réjouis de la suite de la discussion. Merci beaucoup, Steven. Avant de passer aux questions, je voudrais donc juste revenir sur 2-3 points faits par Steven pour rappeler quelques échéances militantes qui ont lieu cette semaine en fait. Donc Steven a très bien souligné justement l'importance du travail de CARE et d'un secteur public fort. Et puis, voilà, on le constate, on est en situation de pandémie, nous faisons cette conférence entièrement en ligne. Il y a demain à Lausanne et jeudi à Genève une mobilisation du personnel qui travaille dans le secteur de la santé parce que leurs conditions de travail sont absolument précaires, ainsi que leur salaire et tout ce que ces gens ont reçu en récompense pour leur immense effort qu'ils se fournissent pendant cette crise, c'est des applaudissements. Cela ne peut plus durer et je vous invite donc toutes et tous de vous rendre solidaires avec ces gens et de les rejoindre pour leur mobilisation donc demain à Lausanne et jeudi à Genève. Et puis Steven a aussi mentionné la nécessité d'une intersectionnalité de la lutte climatique avec les mouvements antiracistes. Il y a donc aussi ce samedi à Lausanne une grande mobilisation antiraciste et contre les violences policières qui a lieu à 16h, sauf erreur. Donc je vais maintenant résumer les premières questions reçues dans les chats. Donc d'abord, je vais prendre les questions que j'ai déjà reçues pour Steven. Il y en a 3 pour l'instant. Donc, la première, c'est pourquoi la possibilité d'organiser des conventions citoyennes à l'image de celles qui ont eu lieu en Islande n'a jusqu'à présent pas été envisagée. Ce sont donc des conventions citoyennes qui sont organisées en dehors des partis politiques traditionnels. La deuxième question concerne l'avis de la grève du climat sur l'initiative sur les microtaxes. Donc l'idée de taxer les transactions. Et puis la troisième concerne la stratégie pour la suite de ce référendum. La réflexion porte notamment sur la suite du référendum qui a été porté par les syndicats et différentes organisations de la gauche radicale contre PV 2020, donc la réforme de l'AVS et des retraites en général. Parce que là, même si le référendum a pu être gagné, un référendum contre une loi donc qui prévoyait une augmentation de l'âge de retraite des femmes. Le Conseil fédéral et le Parlement sont revenus avec une proposition presque pareille, presque pire, 2 ans après. Donc la question concerne la stratégie pour éviter que ça soit le cas aussi avec la loi sur le CO2. Donc Steven, je te laisse répondre et puis je vais après résumer les questions posées aussi à Stéphanie et Johan. Je vais essayer de renvoyer la balle de ces questions aux autres, mais non, apparemment. Alors, l'organisation de conventions citoyennes, j'imagine, de type, du coup, de ce que XR demande dans sa 3e revendication. Effectivement, c'est une possibilité qu'il faut explorer. Je pense que XR a raison de se battre pour cette revendication. Elle a, comme toute revendication, ses limites et également des choses positives. Et on peut voir qu'effectivement, du moins dans le contexte français, même si les mesures avaient été largement insuffisantes, cette convention citoyenne du coup pour le climat, si je ne me trompe pas de nom, pèse notamment dans le rapport de force aujourd'hui parce qu'il montre à quel point il y a un foutage de gueule littéral en France sur les questions climatiques. Et de ce point de vue-là, c'est un outil comme un autre qui permet de construire ce rapport de force. Je pense qu'il faut l'imaginer comme ça. Après, moi, j'ai de la peine à imaginer qu'une assemblée citoyenne comme ça va pouvoir résoudre toutes les choses, mais c'est effectivement quelque chose qu'il faut continuer à pousser. Sur la question de la microtaxe, la question des transactions financières, donc il faudrait encore être clair si laquelle on parle, si on parle de l'initiative qui est actuellement en cours de récolte. Moi, je ne la connais pas assez bien, donc je peux m'exprimer qu'en mon nom et pas au nom de Solidarité, on n'a pas à discuter de ça. Moi, ma question que je me pose, de ce que je me souviens, c'est que
elle veut notamment remplacer différents impôts et il faut se poser la question si notamment elle remplacerait quelque chose comme la TVA qui est profondément injuste et pas bonne d'un point de vue écologique. Donc, je pense qu'il faut se poser des questions et imaginer ça également comme un financement potentiel. Voilà, et sur la question de PV 2020, de comment ça s'est passé, effectivement, c'est la question de c'est quoi l'après, si on coule cette loi, ils vont revenir avec une nouvelle révision, effectivement, dans 3-4 ans, pas avant, peut-être même 5. Il faudrait qu'il y ait un miracle ou du moins qu'un mouvement explose de nouveau pour leur mettre une telle pression qu'il y ait vraiment des réponses rapides qui soient données. Ce que je pense qui est réellement possible, à part ça, selon l'évolution de la situation. Et après, il y a solution alternative, c'est Johan qui l'a dit, est-ce qu'il ne faudrait pas faire une initiative? Bon, nous, on est très critiques. Il y a des personnes dans la Grève du climat qui étaient pour faire une initiative net nul 2030. Le problème étant de sa mise en œuvre, de combien de temps ça prend. Ça veut dire que tu vas prendre du temps pour écrire le texte, pour récolter les signatures, ensuite pour qu'elles soient traitées par le Parlement, pas par le Parlement, mais effectivement, ça prendrait du temps avec Parmelin aussi. Et ensuite, elle devrait être encore discutée, si elle était acceptée, donc on la voterait, je ne sais pas, en 2024, 2025, on voterait 2030, ou peut-être même 2035 si, imaginons on change ça, même si je ne suis pas du tout pour, parce qu'il faudrait même aller plus loin que 2030 parfois, je me dis. Du coup, il faudrait encore la mettre en œuvre et ça voudrait dire, je ne sais pas, avoir une autre loi sur le CO2 ou quelque chose de radical qui sorte rapidement et ça peut prendre 2 ans, 3 ans et au final, tout ce qui ressort, c'est que le rapport de force qui va permettre clairement de faire passer certaines mesures qu'il va falloir prioriser et peut-être même, moi c'est ce que je souhaite voir émerger, mais c'est qu'un programme d'urgence démocratique, écologique, sociale soit porté par la société, par les différents mouvements et qui soit capable vraiment par un moment où la pression est si forte pour différentes raisons ou à travers certaines actions qu'ils soient contraints de devoir passer ces lois. Autrement, et je le dis sincèrement, je ne vois pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Et c'est ça qui est effrayant. C'est ça qui est effrayant. Et il faut se dire qu'on est totalement bloqué. Après, est-ce qu'il faut faire une initiative pour pouvoir mettre ça dans le débat public et on ne sait jamais que ça s'accélère, etc. C'est ouvert, mais il faut faire attention également à la force militante qu'on investit là-dedans, aux perspectives tout de même peu transformatrices qu'ont les initiatives, tout ça. Et du coup, on est très sceptique, on va dire. Surtout qu'on a peut-être raté le coche, même si je ne pense pas qu'il y avait 2 coches, de faire les 2 choses en même temps. Ça me semble être extrêmement compliqué de faire ça. Voilà, je pense peut-être Stéphanie a un autre avis, et puis peut-être que toi, Johan, tu avais aussi un avis sur ça, mais il y a d'autres questions. Adi, Francisca. Merci Steven pour ces réponses. Donc effectivement, j'ai aussi une question reçue pour Stéphanie, à qui je vais donc donner la parole en prochaine. Donc la question concerne la question s'il est possible de remettre la loi sur le CO2 sans pour autant remettre en question la politique de concordance. Donc, comment il est possible d'introduire une remise en question de la politique climatique esquissée dans cette loi de façon constructive dans le combat? Je te donne la parole, Steph. Ouais, merci Francisca. Je pense que c'est une bonne question, puis à la fois, c'est pas la question. La question qui est posée, c'est un peu ce que disait Johan à sa manière, ou Steven, c'est-à-dire que on est arrivé au bout d'un processus avec ce qui s'est discuté au Parlement, on est arrivé au bout d'un processus. Le PS et les Verts sont arrivés au bout de ce processus. Et ce processus est le fruit de notre démocratie de concordance. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter à la poubelle, ça veut juste dire qu'il faut avoir à l'esprit le fait que les divers processus qui nous ont conduits au résultat actuel de la loi CO2, c'est ces processus-là. C'est le processus des compromis, le processus de la moindre résistance, le processus des liens entre une partie
D'ailleurs, faut-il les appeler l'alternative? Je ne suis pas sûre. C'est l'alternance, le PS et les Verts. Ce n'est pas tellement l'alternative. Donc, le PS et les Verts, c'est l'alternance potentielle dans le cadre d'autres types de démocratie où il n'y a pas la formule magique. Voilà. Et puis, on est arrivé au bout d'un processus de lien de fait, main dans la main pour arriver au compromis idéal, entre guillemets, qui fait que le PLR, enfin toutes les forces politiques, excepté l'UDC et nous, s'appuient sur les résultats de cette avancée telle qu'ils la voient dans le cadre de la loi CO2. Donc je pense que remettre en cause ça, c'est très important, pas pour remettre en cause d'un point de vue abstrait, mais pour remettre en cause d'un point de vue concret et de dire que les critiques qui sont formulées à l'encontre de la grève climat, à l'encontre de ceux qui s'y opposent, elles ne viennent pas de rien, elles viennent précisément d'une longue histoire de construction du consensus helvétique qui dénie le droit, en quelque sorte, à la dissension et au débat. Et je pense, alors juste pour, je termine là-dessus, juste pour reprendre ce que disait Steven, moi, je crois, et si on regarde un peu sur le site du Parlement les processus qu'a suivi la loi, moi, je crois que le référendum et l'initiative, c'est des éléments essentiels à utiliser. C'est pas les premiers éléments à utiliser. Les premiers éléments à utiliser, évidemment, c'est la mobilisation et la manifestation de centaines de milliers de personnes qui disent que ça ne va pas. Et c'est vrai que j'ai trouvé particulièrement fort que lorsqu'on discutait de la loi au Parlement, il y avait une mobilisation en face du Parlement qui a fait beaucoup, beaucoup de bruit. Évidemment, toute la droite s'est saisie de ça. Mais cette mobilisation, elle montrait que la première force, la force essentielle, celle qui doit conduire de fait les débats, c'est la force de la rue. Et à partir de là, il faut réfléchir à comment est-ce qu'on intègre le dialogue avec ces mobilisations et le travail parlementaire. Mais après, le référendum initiative, si vous regardez sur le site du Parlement, c'était comment éviter le référendum. Et ce n'est pas seulement le référendum de l'extrême droite qu'on voulait éviter. C'est-à-dire qu'on voulait éviter que cette loi qui était le fruit d'un compromis extraordinairement recherché après les mobilisations, et c'est comme ça que c'est avancé, après les mobilisations importantes de 2019, eh bien, il faut éviter que le compromis soit mis à la poubelle par un référendum, quel qu'il soit, j'aurais tendance à dire. Et du coup, ça montre l'importance de se saisir de l'arme du référendum. Après, l'initiative, il faut voir. Moi, je pense que de dire non, c'est déjà une première étape. Après, on peut se lancer sur l'initiative. Je ne sais pas ce qu'en pense Johan, c'est lui qui a posé la question. Mais de fait, commencer par dire non et ensuite construire le rapport de force pour avancer vers l'initiative, je pense que ce n'était pas une mauvaise idée, en définitive. Merci beaucoup Stéphanie. Je vais donc passer aux questions qui ont été posées à Johan. Il y en a deux. La première concerne le secteur de construction du canton de Vaud. Donc, la personne qui a posé la question voudrait savoir ce que tu en penses des évaluations des constructions faites dans le canton de Vaud et aussi on peut discuter de cet aspect en lien avec le Fonds du climat. Et puis la deuxième question concerne les principaux groupes, centres patronaux, lobbies, etc., qui font aujourd'hui pression contre les politiques climatiques et font en sorte que cette politique climatique soit aussi antisociale et aussi contre-productive. Donc, je te donne la parole pour répondre à ces deux questions. Alors, merci Francisca.
Je commence dans l'ordre, peut-être avec la première. C'est une bonne question et en même temps, c'est assez compliqué de répondre. Parce que, en fait, je crois qu'il faut distinguer la question des bâtiments qui sont en main publique de la question des bâtiments privés. Et puis, il y a direct quelque chose qui est problématique, si on veut, c'est que jusqu'ici, en fait, l'investissement dans la rénovation des bâtiments publics s'est porté uniquement par les cantons. Les aides fédérales n'aident que les privés. Et les cantons doivent se débrouiller. Et voilà, il se trouve que dans les cantons qui ont des finances publiques qui sont placées à droite, c'est extrêmement problématique parce que vous aviez jusqu'ici une immense frivolité à avoir des programmes d'investissement massifs dans les énergies renouvelables et la rénovation énergétique des bâtiments. Et on le voit spécialement dans le canton de Vaud, où on a un gardien des finances qui est spécialement près de ses sous, si j'ose m'exprimer ainsi. Du côté des privés, alors voilà, il faut voir ce que l'augmentation des fonds maintenant dévolus à l'investissement dans la rénovation énergétique va donner avec la mise à disposition de ce fonds climat. Mais on voit, en fait, au début, il y a peut-être 10 ans, l'assainissement énergétique c'était vu comme un truc. Ceux qui le faisaient, c'était un peu des propriétaires défenseurs de la nature. Ils le faisaient un peu à perte, ils le faisaient parce qu'ils y croyaient, parce qu'il y avait des valeurs. Et puis, mais rapidement, la situation, c'est au gré des évolutions légales, au gré du marché, la situation aujourd'hui elle est radicalement différente. Aujourd'hui, sur le marché de l'immobilier privé, les grandes caisses de pension, les grands investisseurs institutionnels, les grandes banques, les grandes assurances, elles investissent de plus en plus dans la rénovation énergétique parce que dans beaucoup de cas, le marché immobilier est bouché pour les nouvelles constructions à cause grâce aux lois sur l'aménagement du territoire qui ont enfin commencé à faire leur job pour limiter les nouvelles constructions. Et aujourd'hui, la poule aux odeurs, c'est investir dans des rénovations énergétiques qui induisent, et je suis obligé de le dire comme ça, c'est triste, mais qui induisent des fortes augmentations de loyers. Parce que quand vous augmentez fortement les loyers, vous augmentez la marge qui revient soit au propriétaire du bâtiment, et ce propriétaire du bâtiment, c'est justement cet investisseur dont je viens de vous parler qui a pour mission de créer du rendement. Donc voilà, la situation de l'immobilier est, je dirais, elle n'est pas drastiquement changée par la nouvelle loi sur le CO2, elle est loin d'être très heureuse. C'était pour la première question. Et puis la deuxième, alors ça aussi c'est une histoire très intéressante. Au niveau suisse, en fait, les négociations parlementaires, les débats parlementaires sur la question du CO2, ça date des années, des années 90. La première loi sur le CO2, elle a été votée en 99. Et ce qui est assez amusant, c'est que c'est les mêmes acteurs qui s'opposent depuis le début à une vision forte de la lutte contre les gaz à effet de serre. Ces acteurs au niveau privé, on n'en entend pas souvent parler. Là, ils sont un peu sortis du bois avec le référendum. Mais l'acteur le plus puissant, je crois, depuis le début de ces débats parlementaires contre une politique climatique ambitieuse, c'est l'économie suisse. Économie suisse qui a obtenu énormément de concessions de la part du Conseil fédéral, de la part pour le coup des autres bords politiques, parce que c'est des lobbies qui disposent d'une puissance de feu qui est phénoménale au Parlement, surtout que l'économie suisse était alliée à un autre lobby extrêmement puissant, l'Union pétrolière suisse. L'Union pétrolière suisse qui regroupe en fait l'ensemble des importateurs de pétrole dans notre pays, qui a changé de nom récemment, c'est assez marrant, ils ont enfin compris qu'en fait le pétrole c'est plus très vendeur, maintenant il s'appelle Avenergy. On a enlevé le mot pétrole qui fait un peu tâche. Aussi un des grands artisans des concessions qui ont été faites pour en fait ne pas faire des mesures fortes en ce qui concerne la mobilité. Et puis, il faut aussi mentionner les grands lobbies de défense de l'automobile, que ce soit les associations d'importateurs automobiles en Suisse, le TCS,
les clubs tels que l'association suisse de défense des automobilistes, etc. Je crois qu'on a là les principaux lobbies. L'USAM, on pourrait aussi mentionner son rôle, mais je pense qu'il a été moins, l'USAM était moins active que le grand lobby maire économie suisse. Voilà. Merci beaucoup, Johan. Donc, nous arrivons à la fin de cette conférence. Je vous invite donc toutes et tous très chaleureusement de rejoindre ce référendum, soit en allant dans la rue et récolter vous-même des signatures, soit au moins en signant le référendum. Si vous ne nous croisez pas dans la rue, vous pouvez télécharger des feuilles de signature sur le site du référendum, qui est donc écologie-social.ch. Il y a aussi le lien dans la discussion de ce live. Et puis, si vous voulez vous engager davantage, Steven il a esquissé tout plein d'horizons de lutte qu'il faudrait mener dans l'avenir. Donc, si vous voulez vous engager dans ces luttes, n'hésitez pas de rejoindre la grève du climat. Vous pouvez nous contacter, entre autres, via le site web. Donc, allez sur climatestrike.ch et puis allez là sous l'onglet groupes locaux et donc le groupe local de votre canton. Et si vous voulez vous baser aussi, si vous voulez vous ancrer dans des luttes aussi plus intersectionnelles, vous pourriez aussi considérer rejoindre Solidarité. Nous avons donc aussi des sections dans différents cantons que vous pourrez trouver sur solidarité.ch. Donc, de nouveau, merci d'avoir assisté à cette conférence et je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.